Ce qui était sur le point de se révéler dans cette boutique de luxe allait changer à jamais le destin de deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer dans le Lyon historique. Qu'est-ce qui pousse une femme modeste à essayer une robe qui coûte plus que 6 mois de son salaire? Dans l'ombre des cabines d'essayage, Julien Dumas, entrepreneur millionnaire aux yeux bleus et au passé tourmenté, observait avec fascination cet inconnu au regard vert émeraude dont les mains rugueuses traitaient la soie comme si elles pouvaient en entendre les secrets. Les murs centenaires de la boutique gardèrent les murmures d'histoires similaires, où le privilège et la nécessité se croisaient dangereusement, mais aucune aussi explosive que celle-ci. Tandis que le parfum des platanes s'infiltrait par les fenêtres anciennes, deux mondes entraient en collision, celui des salons exclusifs parfumés au champagne et celui des ateliers modestes, où le café fraîchement moulu dissimulait l'odeur du besoin. La trahison qu'elle redoutait ne viendrait pas de lui, mais de ceux qui partageaient son nom. Et la connaissance qu'il cherchait désespérément, il la trouverait là où il s'y attendait le moins, dans une couture imparfaite qui, paradoxalement, révélait la perfection de l'amour authentique. La robe noire en soie glissait entre ses doigts comme de l'eau nocturne. Claire Moreau retint sa respiration en se regardant dans le miroir de la cabine d'essayage. L'espace d'un instant, les yeux verts qui lui rendaient son regard semblaient appartenir à une autre personne, une femme sûre d'elle, élégante, digne de fouler n'importe quel salon de Lyon. La robe épousait parfaitement sa silhouette élancée, mettant en valeur le teint olive de sa peau. Ses cheveux châtains foncés tombaient en vagues douces sur ses épaules, créant un contraste parfait avec le tissu sombre. Claire tourna lentement, observant comment la lumière faisait briller les fils argentés subtils tissés dans la soie. 5 minutes de plus et je ferme. La voix de la vendeuse résonna au loin, l'attirant brusquement de sa rêverie. Claire se hâta d'enlever la robe, consciente que même avec 3 mois de travail à la pension, elle ne pourrait jamais se permettre une telle pièce. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle remettait son chemisier en coton usé et la jupe simple qu'elle avait raccommodée tant de fois. Au moment où elle boutonnait son chemisier, la porte de la cabine s'ouvrit brusquement. « Excusez-moi, mais les mots se figèrent dans sa gorge. Ce n'était pas la vendeuse, c'était un homme grand, au regard pénétrant et à la mâchoire bien dessinée. Ses yeux bleus, intense comme le ciel d'été, l'étudiait avec une expression indéchiffrable. Le costume sombre impeccablement taillé soulignait sa silhouette athlétique. Claire reconnut immédiatement le propriétaire de la boutique la plus exclusive de Lyon, Julien Dumas, héritier d'une dynastie textile française, connue tant pour son talent de créateur que pour sa froideur dans les affaires. « Cette robe, dit-il d'une voix grave et veloutée, elle vous allait comme si elle avait été conçue pour vous. » Claire sentit l'air quitter ses poumons. L'avait-il observé? Depuis combien de temps était-il là? La honte lui brûlait les joues tandis qu'elle tentait de sortir, mais il bloquait doucement la porte de son bras. « Vous avez le regard de quelqu'un qui connaît vraiment les tissus. » Continua-t-il sans bouger, l'étudiant intensément. « Vous cousez ?» La terreur la paralysa. Allait-il l'accuser de vol? Appeler la sécurité? Claire rassembla toutes ses forces et le poussa pour passer, courant vers la sortie comme si le diable en personne la poursuivait. En sortant précipitamment, elle faillit heurter la vendeuse, qui la regarda avec mépris. « Et qu'est-ce que vous faisiez là-dedans si longtemps ?» lui cria-t-elle. Mais Claire était déjà dans la rue. Les rues pavées de Lyon devenaient floues, tandis qu'elle courait vers le quartier modeste où elle partageait une petite maison avec sa mère malade et sa fille de 6 ans. Le ciel du soir commençait à se teinter d'orange lorsqu'elle arriva enfin devant la porte délabrée de son foyer. Ce n'est qu'après avoir fermé la porte derrière elle qu'elle se permit de laisser couler ses larmes. « Maman ?» La voix de Sophie, sa petite, la ramena à la réalité. « Pourquoi tu pleures ?» Claire essuya rapidement ses larmes mais força un sourire. « Ce n'est rien, mon amour, je suis juste fatiguée. » Elle serra sa fille dans ses bras, inhalant son parfum de savon et d'innocence. « Comment va mamie ?»« Elle dort, » répondit la petite, jouant avec un morceau de tissu coloré. « Je lui ai donné son médicament comme tu m'as appris. Vous aimez le début de cette histoire? Laissez-moi un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti que vous n'étiez pas à votre place quelque part? L'histoire ne fait que commencer, et je vous promets qu'elle vous captivera jusqu'à la fin. » Ce soir-là, tandis qu'elle cousait à la lumière tamisée d'une lampe usée, Claire ne pouvait chasser de son esprit ses yeux bleus qui semblaient l'avoir mise à nu jusqu'à l'âme. À chaque point qu'elle faisait sur la robe qu'elle réparait pour la fille du boulanger, elle se rappelait la sensation de la soie sur sa peau et un frisson parcourait son dos. « Des gens comme nous n'appartiendront jamais à ce monde », se répétait-elle, comme un mantra que sa mère lui avait inculqué depuis son enfance. Un monde où les portes ne s'ouvraient que pour ceux qui avaient le bon nom, l'éducation appropriée,
l'argent suffisant. Un monde qui n'était qu'à quelques rues de distance, mais qui aurait aussi bien pu être sur une autre planète. Ce que Claire ignorait, c'est que cette brève rencontre dans la cabine d'essayage avait semé une graine qui allait bientôt fleurir, changeant à jamais le cours de son destin. Ce soir-là, tandis qu'elle cousait à la lumière tamisée d'une lampe usée, Claire ne pouvait chasser de son esprit ses yeux bleus qui semblaient l'avoir mise à nu jusqu'à l'âme. À chaque point qu'elle faisait sur la robe qu'elle réparait pour la fille du boulanger, elle se rappelait la sensation de la soie sur sa peau, et un frisson parcourait son dos. Des gens comme nous n'appartiendront jamais à ce monde, se répétait-elle, comme un mantra que sa mère lui avait inculqué depuis son enfance. Un monde où les portes ne s'ouvraient que pour ceux qui avaient le bon nom, l'éducation appropriée, l'argent suffisant. Un monde qui n'était qu'à quelques rues de distance, mais qui aurait aussi bien pu être sur une autre planète. Ce que Claire ignorait, c'est que cette brève rencontre dans la cabine d'essayage avait semé une graine qui allait bientôt fleurir, changeant à jamais le cours de son destin. 3 semaines plus tard, Claire pliait des draps fraîchement lavés à la pension, le refuge du voyageur, quand Madame Martin, la propriétaire, l'appela avec urgence. « Claire, Claire !» La voix stridente de la femme résonna dans la cour intérieure. « Viens immédiatement, nous avons un client important. » D'un pas pressé, Claire arriva dans le petit vestibule où Madame Martin, une femme rondelette de 60 ans, gesticulait nerveusement tout en époussetant le comptoir de la réception pour la 3e fois. « J'ai besoin que tu prépares la chambre principale, tout de suite, » ordonna-t-elle. « C'est un client très spécial, très important. S'il nous laisse une bonne critique, nous pourrons peut-être attirer plus de gens de sa classe. » Une sueur froide parcourut le dos de Claire quand elle reconnut l'homme qui signait le registre. Ses mêmes yeux bleus, maintenant partiellement cachés sous un chapeau élégant. Julien Dumas dans une tenue plus décontractée que le jour de leur rencontre à la boutique, mais tout aussi intimidant dans son élégance discrète. Il leva les yeux du registre et la regarda directement. Un éclair de reconnaissance traversa son visage, suivi de quelque chose que Claire ne sut interpréter, de la surprise, de la curiosité, ou quelque chose de plus troublant. « Bonjour », dit-il d'un ton neutre, mais sans détourner son regard d'elle. « Je vais séjourner ici quelque temps. J'ai besoin de me déconnecter. Monsieur Julien Dumas séjournera avec nous pendant 1 mois, expliqua Madame Martin, visiblement nerveuse face à son client fortuné. Il souhaite une discrétion absolue. Pas de journaliste ni de commérage, compris? Ces derniers mots, elle les prononça en regardant sévèrement Claire. Oui, madame, répondit-elle, incapable de prononcer plus de mots, sentant le rouge lui monter aux joues. Tout en montant préparer la chambre principale, la seule avec salle de bain privée et vue sur la petite place, Claire essayait de comprendre pourquoi un homme comme lui, héritier d'une fortune textile européenne et propriétaire du commerce le plus exclusif de la ville, choisirait de séjourner dans une modeste pension du vieux quartier plutôt que dans l'un des luxueux hôtels du centre-ville. La chambre, bien que propre et accueillante, était loin des standards auxquels il devait être habitué. Claire s'appliqua particulièrement à chaque détail. Elle changea les rideaux pour des fraîchement lavés, plaça des fleurs fraîches du petit jardin dans un vase en céramique locale et mit un édredon qu'elle avait elle-même raccommodé avec un motif de broderie traditionnelle. Tout en lissant les draps, elle entendit des pas qui s'approchaient. Elle se retourna pour se retrouver face à face avec Julien Dumas, qui l'observait depuis le seuil de la porte. « Excusez-moi de vous interrompre, dit-il. Je voulais juste voir si la chambre était prête. »« Presque, monsieur Dumas, » répondit-elle, baissant le regard. « Il ne me reste plus qu'à mettre les serviettes. »« Julien, » corrigea-t-il. « Tu peux m'appeler Julien. Après tout, je vais vivre ici 1 mois. Les formalités deviennent épuisantes avec le temps. Tu ne crois pas ?» Claire ne répondit pas. Elle se contenta de poursuivre son travail, consciente qu'il ne cessait de l'observer. « L'autre jour, à la boutique, commença-t-il. « Je dois finir mes obligations, » l'interrompit-elle, se dirigeant rapidement vers la porte. « Madame Martin est très stricte avec les horaires. » En passant près de lui, Julien saisit doucement son bras, arrêtant sa fuite. « Je ne t'espionnais pas, » expliqua-t-il à voix basse. « La vendeuse a mentionné que quelqu'un était resté longtemps dans la cabine. J'ai craint un vol. » Il fit une pause. « Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de bien plus intéressant. » Leurs regards se croisèrent un instant qui sembla éternel. Claire sentit un picotement inexplicable, là où ses doigts effleuraient sa peau. « Cela ne se reproduira plus, » murmura-t-elle, se libérant de son emprise. « Je vous promets que je ne retournerai pas dans votre boutique. »« Et si je voulais que tu y retournes ?» demanda-t-il. La question resta en suspens, lorsque Madame Martin appela d'en bas. « Claire, on te paye pour travailler, pas pour socialiser avec les clients. » Ce soir-là, tandis qu'elle cousait à la lumière d'une petite lampe sur la table de la cuisine, Claire se demandait comment expliquer à Sophie, sa fille, que ce mois-ci encore, elle ne pourrait pas acheter le matériel pour son projet scolaire. À côté d'elle, une robe à moitié terminée attendait, une création improvisée avec des chutes de tissu qu'elle avait récupérées dans les poubelles d'un atelier de couture local. Le tissu, bien que d'origine modeste,
prenait vie sous ses mains habiles. « Elle est magnifique, maman, dit Sophie, admirant le travail. On dirait une robe de princesse, comme celle qu'on a vue dans ce magazine. » Claire sourit avec mélancolie, se rappelant comment sa fille avait été fascinée par un reportage sur la haute couture qu'elles avaient trouvée dans un magazine jeté. « Un jour, tu en auras une comme ça, mon amour, promit-elle, sachant dans son cœur que c'était une promesse difficile à tenir. Un coup à la porte la fit sursauter. Il était presque minuit, une heure inhabituelle pour les visites. « Entrez, dit-elle, cachant rapidement son ouvrage sous un chiffon. C'était lui. Julien Dumas tenait une petite boîte entre ses mains. Sa présence remplissait la minuscule cuisine, faisant paraître l'espace encore plus petit et modeste. « Pardonnez l'heure tardive, commença-t-il, avec une informalité qui contrastait avec son apparence élégante. « J'ai remarqué que vous aviez laissé ceci dans ma chambre. » Il tendit la boîte, où reposait le petit dé à coudre en argent qui avait appartenu à sa grand-mère, le seul objet de valeur que Claire possédait. Elle l'emportait toujours avec elle quand elle travaillait. « Mon dé à coudre !» s'exclama-t-elle, le prenant rapidement. « Je ne m'étais pas rendu compte. Merci. Un objet avec une histoire, j'imagine, » commenta-t-il, observant comment elle le rangeait soigneusement dans un petit coffret en bois. Les choses vraiment précieuses en ont toujours une. Sophie, qui était restée silencieuse en observant l'étranger, s'approcha avec curiosité. « Vous êtes le prince ?» demanda-t-elle innocemment. Julien leva un sourcil amusé. « Le prince ?»« Sophie, va dans ta chambre, s'il te plaît, » intervint Claire, mortifiée. « Mais maman, ses yeux sont bleus comme le prince du conte, » protesta la petite. « Et il est beau. Sophie !» la réprimanda Claire, sentant la chaleur monter à ses joues. « Au lit, maintenant !» La petite fille se retira à contre-cœur, non sans faire une petite révérence à Julien, qui lui rendit le geste avec une solennité feinte. « Je suis vraiment désolé, » s'excusa Claire une fois qu'ils furent seuls. « Elle a beaucoup d'imagination. »« Elle est charmante, » répondit-il, puis, sans transition, il désigna la robe partiellement cachée. « C'est votre création ?» Claire acquiesça avec méfiance, dévoilant lentement le vêtement. C'était une robe simple mais élégante, avec une coupe qui mettrait en valeur n'importe quelle silhouette féminine. Ce qui était remarquable, c'était la façon dont elle avait réussi à unir des morceaux de différents tissus, créant un motif harmonieux qui semblait intentionnel et non le résultat d'une nécessité. « Je travaille avec ce que j'ai, » répondit-elle sur la défensive. « Je ne peux pas me permettre des tissus neufs. » Julien s'approcha et prit le tissu entre ses doigts avec la familiarité de quelqu'un né dans ce milieu. « Cette coupe est impeccable, » murmura-t-il, analysant les coutures. « La façon dont vous avez uni des fragments si disparates en créant une harmonie, » sa voix s'éteignit. « Vous avez un don. J'ai des besoins, » corrigea-t-elle. « Excusez-moi, monsieur Dumas, mais il est tard et je me lève tôt demain. » Il l'observa longuement avant d'acquiescer. « Bien sûr. Bonne nuit, mademoiselle. Claire, Claire Moreau, Claire, » répéta-t-il, comme s'il goûtait la saveur de son nom. « Le monde devrait connaître votre travail. » Quand il ferma la porte, Claire s'autorisa enfin à respirer. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de la honte qu'il ait vu son humble foyer, mais pour quelque chose de plus troublant. La façon dont ses yeux la regardaient, comme s'il la voyait vraiment. Pas la femme de ménage, pas la mère célibataire aux circonstances précaires, mais la femme qui se cachait derrière toutes ces étiquettes. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette conversation marquait le début d'un chemin qui allait changer son destin à jamais. Les jours à Lyon s'écoulaient avec la lenteur propre aux villes historiques, où le temps semble adhérer aux murs centenaires, résistant au changement. Julien était devenu une présence constante à la pension, toujours en train d'observer, toujours en train de calculer. Sa routine était mystérieuse. Il sortait tôt, revenait l'après-midi avec des dossiers et des documents qu'il examinait en silence et recevait parfois des visites discrètes de personnes élégamment vêtues qui ne restaient jamais plus d'une heure. Parfois, Claire le surprenait à la regarder de loin, comme s'il essayait de résoudre une énigme. D'autres fois, elle trouvait de petits détails dans sa chambre quand elle allait la nettoyer. Un livre d'art sur des créateurs révolutionnaires, des échantillons de tissus exquis oubliés sur la commode, ou des croquis à moitié terminés qui semblait dialoguer avec ses propres créations. Un après-midi particulièrement pluvieux, alors que Claire récupérait le linge du séchoir avant que l'orage ne s'intensifie, elle le trouva sous le porche, contemplant l'horizon avec une expression sombre. La pluie tambourinait fortement sur les tuiles d'argile, créant un rideau d'eau qui isolait la petite cour du reste du monde. « Tout va bien, monsieur Dumas ?» demanda-t-elle, surprise elle-même par son audace. Il sembla sortir d'une transe. En manche de chemise, les cheveux légèrement ébouriffés, et sans le masque de perfection qu'il portait habituellement, il paraissait plus humain, plus accessible. « Julien ?» corrigea-t-il automatiquement. « Et non, ça ne va pas. » La sincérité de sa réponse la désarma. Elle s'attendait à la courtoisie habituelle, à la barrière invisible que les gens comme lui maintenaient toujours avec des personnes comme elle. « Je peux vous aider ?» offrit-elle,
posant le panier de linge sur le côté. « Ma famille veut que je vende la boutique, » avoua-t-il sans préambule, les yeux fixés sur la pluie. « Mon père est mort il y a 6 mois, et mes oncles, qui contrôlent le conseil de famille, pensent que je devrais retourner à Paris et arrêter de jouer à l'entrepreneur dans une ville de province perdue. » Claire ne sut que répondre. Pourquoi lui racontait-il cela? Que pourrait dire une femme de ménage qui soit pertinent pour les problèmes d'un homme d'affaires fortuné? Et que voulez-vous, vous? Osa-t-elle demander, consciente qu'elle franchissait une ligne invisible. Je veux leur prouver que je peux réussir sans suivre leurs règles. L'intensité de son regard la transperça. Mon père est venu ici il y a 30 ans, amoureux de l'artisanat textile français. Il a ouvert la boutique pour créer un pont entre la tradition locale et la haute couture parisienne. J'ai hérité de ce rêve, mais maintenant, sa voix s'éteignit. Pour la première fois, Claire vit de la vulnérabilité dans ses yeux bleus qui la troublaient tant. « J'ai besoin de quelque chose d'authentique, quelque chose qui brise les codes, » continua-t-il, la regardant maintenant directement. « Quelque chose comme ce que tu crées. Je ne fais que coudre des morceaux brisés, » murmura-t-elle, mal à l'aise sous son examen. « Exactement. » Un sourire illumina son visage pour la première fois. « Tu transformes ce qui a été jeté en quelque chose de beau. Tu convertis la nécessité en art. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour revitaliser la boutique, pour lui donner une orientation que ni ma famille ni la concurrence n'attendent. » Julien fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux. Le parfum de son eau de Cologne coûteuse se mêla à l'odeur de la terre mouillée. « Je te propose un marché, Claire, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Travaille avec moi. Apporte ta vision à ma boutique, conçois une collection qui combine ta sensibilité avec la qualité de mes matériaux. En échange, je financerai l'atelier dont je sais que tu rêves. » Le cœur de Claire battait la chamade. L'opportunité dont elle avait toujours rêvé, servie sur un plateau. « Mais pourquoi moi ?» questionna-t-elle, méfiante. « Il y a des créateurs professionnels, des gens avec des études, de l'expérience, des gens qui appartiennent à votre monde. Ils créent ce qui existe déjà, » l'interrompit-il. « Ils reproduisent des tendances, suivent des formules. Toi, tu crées depuis l'âme, depuis le besoin. Cela ne s'enseigne dans aucune école de design de Paris ou Milan. Crois-moi, je le sais bien. » Claire observa ses propres mains, rugueuses par le travail dur, avec de petites cicatrices d'épingles et de désaccoudre. Des mains qui n'avaient jamais touché les tissus exposés dans la boutique de Julien, des mains qui n'appartenaient pas à cet univers de luxe et d'exclusivité. « Je ne peux pas, » répondit-elle finalement, ramassant le panier de linge. « Votre monde n'est pas pour des gens comme moi. Et si je te disais que je n'y trouve pas non plus ma place ?» répliqua-t-il avec une franchise surprenante. « Que chaque jour je me sens comme un imposteur jouant un rôle que ma famille a écrit pour moi. » La pluie s'intensifia, noyant momentanément ses paroles. Dans ce bref silence, leurs regards se croisèrent, se reconnaissant mutuellement pour ce qu'ils étaient, deux âmes piégées dans des circonstances qu'ils n'avaient pas choisies. « Réfléchis-y, Claire, » insista Julien. « Je ne te demande pas une réponse maintenant. Juste, considère-le. » Ce soir-là, alors qu'elle bordait Sophie, la fillette la regarda de ses grands yeux curieux, si semblables aux siens. « Maman, pourquoi as-tu refusé l'offre du beau monsieur ?» demanda-t-elle innocemment. « Je t'ai entendu depuis ma chambre. » Claire soupira. Sa fille avait toujours eu l'oreille fine pour les conversations d'adultes. « Parce que parfois, mon amour, les opportunités ont un prix que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir payer. Comme quand on n'achète pas de glace parce qu'on a besoin d'argent pour les médicaments de mamie, » raisonna la petite. « Quelque chose comme ça ?» sourit Claire, embrassant son front. « Mais plus compliqué. Le prince du conte n'abandonne jamais, » commenta Sophie, en bâillant. « Il continue d'essayer jusqu'à ce que la princesse dise oui. » Les paroles enfantines résonnèrent dans son esprit, tandis qu'elle veillait sur le sommeil agité de sa mère dans la chambre voisine. Mathilde Moreau, autrefois une femme forte et fière, était maintenant consumée par une maladie qui éteignait lentement sa lumière. Les médicaments étaient chers, et le médecin avait mentionné un traitement spécialisé qui pourrait l'aider, mais qui coûtait plus que ce que Claire gagnerait en 1 an. « Et si c'était la seule opportunité que j'aurais jamais ?» se demanda-t-elle, regardant la photographie où apparaissaient les 3 générations, sa mère, elle et Sophie, en des jours plus heureux. La décision la tint éveillée toute la nuit. Dans son esprit se mêlaient la fierté, la peur, le besoin et tout au fond, une attraction envers Julien qu'elle refusait de reconnaître. À l'aube, lorsqu'elle apporta le petit déjeuner à la chambre de Julien, avec des cernes qui trahissaient sa nuit blanche, elle avait pris sa décision. « J'accepte, » dit-elle simplement en lui tendant le plateau. « Mais avec des conditions. » Julien, qui écrivait concentré dans un carnet, leva les yeux avec surprise. « Je t'écoute. Je travaillerai dans l'ombre, » stipula-t-elle, ferme. « Personne ne doit savoir qu'une simple femme de ménage est derrière les designs. Je garderai mon travail ici pour ne pas éveiller les soupçons, et j'ai besoin d'une avance pour le traitement de ma mère. » Elle fut surprise par la fermeté de sa propre voix. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle reprenait le contrôle de son destin. Le sourire de Julien illumina son visage comme un lever de soleil. « Marché conclu, Claire Moreau. » Il tendit sa main pour sceller l'accord. « Tu viens de changer le destin de nous deux. » Quand leurs mains se rencontrèrent, un courant électrique parcourut son corps. Plus qu'un accord commercial,
Cela ressemblait à un pacte scellé par des forces qui allaient au-delà de ce que chacun d'eux voulait admettre. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que quelqu'un les observait depuis le couloir, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Thérèse Valois, la créatrice française officiellement engagée par la boutique, était arrivée inopinément à la pension pour discuter des détails de la prochaine collection avec Julien, et ce qu'elle avait entendu allait changer dramatiquement le cours des événements. « Intéressante stratégie, Julien », murmura-t-elle pour elle-même en s'éloignant silencieusement. « Très intéressante, vraiment. » L'ancien entrepôt derrière la boutique de Julien devint le refuge secret de Claire. Loin des regards indiscrets, cet espace qui sentait le bois ancien et les possibilités infinies se transforma en son sanctuaire. Julien avait tenu parole. Le lieu était équipé de tout ce dont elle pouvait avoir besoin, des mannequins professionnels à la machine à coudre industrielle dont elle avait toujours rêvé. Chaque soir, après avoir couché Sophie et s'être assuré que sa mère prenait ses médicaments, désormais un traitement spécialisé qui commençait à montrer des résultats prometteurs, elle se faufilait dans les rues pavées jusqu'à cet espace où, pour la première fois, elle disposait de tous les matériaux dont elle avait toujours rêvé. Les soies, les dentelles, les brocarts qu'elle n'avait vus qu'à travers des vitrines étaient maintenant à sa disposition. Ses doigts, habitués à travailler avec des chutes jetées, tremblaient presque quand ils touchaient ces tissus luxueux. Pendant la journée, elle continuait à nettoyer les chambres et à faire les lits à la pension, maintenant la façade de normalité qu'ils avaient convenue. La nuit, elle se transformait en la créatrice qu'elle avait toujours été en secret, donnant vie à des designs qui combinaient l'élégance parisienne avec la sensibilité et les techniques artisanales françaises. « C'est impossible », murmura-t-elle un soir, contemplant le croquis devant elle. « Je ne peux pas concevoir pour des femmes que je n'ai jamais rencontrées, qui vivent des vies que je ne comprends pas. Que sais-je des galas de bienfaisance ou des dîners avec des ambassadeurs ?» Julien, qui vérifiait des factures dans un coin, leva les yeux. La lumière tamisée des lampes créait des ombres douces sur son visage, adoucissant la dureté habituelle de ses traits. « Alors ne le fais pas », répondit-il simplement. « Ne conçois pas pour elle, conçois pour toi, pour ta mère, pour les femmes que tu connais, pour la professeure qui vient tous les jeudis prendre un café sur la place, pour la céramiste qui vend ses pièces aux touristes, pour la vieille dame qui tisse des écharpes au marché. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, et l'espace d'un instant, Claire eut l'impression de pouvoir voir à travers l'armure de l'homme d'affaires froid que tous craignaient. « Pourquoi fais-tu vraiment cela ?» demanda-t-elle, posant son crayon. « Et ne me dis pas que c'est pour l'entreprise. » Le silence s'étendit entre eux comme un fil tendu à la limite. Julien se leva et marcha lentement vers elle, chacun de ses pas résonnant sur les planches du sol. « Parce que quand je t'ai vu avec cette robe dans la cabine d'essayage, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, j'ai reconnu quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, l'authenticité, la passion véritable. Tu m'as rappelé pourquoi j'aimais la mode, avant qu'elle ne devienne une affaire familiale étouffante. » Il s'approcha, prenant entre ses doigts un morceau de soie bleue que Claire contemplait. « Mon père était un visionnaire, » continua-t-il, la voix légèrement brisée. Il est venu à Lyon amoureux des textiles artisanaux, de l'histoire que chaque tissu racontait. Mais finalement, les exigences du marché du luxe l'ont transformé. L'argent, le prestige, tout cela a commencé à peser plus lourd que la passion originelle. Il pinça son pouce sur la soie, appréciant sa texture. Il est mort en pensant que j'étais faible d'aimer la beauté, plus que l'argent. La vulnérabilité dans sa voix surprit Claire. À Paris, l'entreprise familiale est un monstre qui dévore les identités. Je suis venu ici cherchant la liberté, mais j'ai fini par recréer ce que j'avais laissé derrière moi. Jusqu'à ce que tu me vois essayer une robe que je ne pouvais pas payer, compléta-t-elle avec ironie, jusqu'à ce que je vois quelqu'un apprécier la beauté pour la beauté même, sans se soucier des marques ou du statut, corrigea-t-il. J'ai vu une femme qui comprenait l'essence de ce que mon père avait essayé de créer à l'origine. L'atmosphère entre eux se chargea de quelque chose d'indéfinissable, une tension qui n'était pas désagréable mais expectante. Claire prit conscience de sa proximité, de la chaleur qui émanait de son corps, de la façon dont la lumière jouait avec le bleu de ses yeux. « Je ne suis pas ton projet de charité, Julien, » murmura-t-elle, levant le menton avec dignité, « ni ta rédemption. Je sais, » répondit-il, soutenant son regard. « Tu es mon salut professionnel, et peut-être quelque chose de plus que ni l'un ni l'autre n'est prêt à nommer encore. » Le moment intime fut brisé quand la porte s'ouvrit brusquement. Thérèse Valois, la célèbre créatrice française officiellement engagée par la boutique, entra avec une expression furieuse, grande, mince, avec un chignon parfaitement tiré qui accentuait ses traits anguleux, elle irradiait une élégance intimidante. « Alors c'est vrai, » cracha-t-elle, regardant les croquis. « Tu me remplaces par une femme de ménage ?» Le visage de Julien se durcit instantanément. Le masque de l'homme d'affaires implacable revint à sa place. « Thérèse, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ne m'insulte pas, Julien !» s'exclama-t-elle, avançant vers eux comme une tempête en talons hauts. « Je t'ai suivi hier soir. Je t'ai vu quand tu l'as récupérée dans cette pension misérable. Et maintenant je la trouve ici, dans mon espace de travail, touchant
mes matériaux. Elle parcourut l'atelier du regard, s'arrêtant sur les croquis et les échantillons. J'ai vu les designs que tu as présentés aux investisseurs la semaine dernière, continua-t-elle avec une voix tranchante. Ils n'ont jamais été les miens, n'est-ce pas? Son regard se posa sur Claire avec mépris. Combien te paye-t-il pour tes services, ma chère? Ou peut-être as-tu une autre façon de le payer? Claire eut l'impression qu'on la giflait. Julien fit un pas en avant, s'interposant entre les deux femmes. « Ça suffit, Thérèse. Cette conversation est terminée. » Sa voix était froide comme l'acier. « Ce que je fais avec mon entreprise me regarde. »« Non, elle commence à peine, » répondit la créatrice, sortant son téléphone de son sac. « Attends que tout le monde sache que le grand Julien Dumas présente le travail d'une personne insignifiante comme de la haute couture. Ta réputation sera détruite. Que diront tes clients? Que dira ta famille à Paris? Tu es renvoyé, » déclara Julien sans changer de ton. « Demain, tu recevras les termes de ton indemnité. Si tu divulgues un seul mot de tout ceci, je m'assurerai qu'aucune maison de mode importante ne t'engage plus jamais. » Thérèse pâlit. Sa main serra plus fort son téléphone. « Tu ne peux pas être sérieux. Je suis l'image de cette marque depuis 3 ans. Tu penses me remplacer par... » Ça, elle désigna Claire avec dédain. « Je ne te remplace par personne, » répondit Julien. « Je fais évoluer la marque vers une direction plus authentique. Si tu avais montré un véritable talent et de l'innovation au lieu de te contenter de copier les tendances parisiennes, peut-être ferais-tu encore partie de cette évolution. » Les paroles de Julien étaient implacables, calculées pour blesser l'orgueil professionnel de Thérèse. La femme se redressa, se recomposant avec toute la dignité qu'elle put rassembler. « Tu le regretteras, Julien, » avertit-elle, se dirigeant vers la porte. « Vous deux le regretterez. » Quand la porte se referma derrière elle, le silence pesait comme du plomb. Claire se laissa tomber sur une chaise, tremblant légèrement. « C'est fini, » murmura-t-elle, rassemblant ses affaires. « J'ai toujours su que c'était une folie. »« Claire, attends. » Julien tenta de la retenir. « Nous pouvons trouver une solution. »« Comment ?» demanda-t-elle, élevant la voix pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. « Allons-nous dire au monde qu'une femme de ménage sans études conçoit pour ta boutique exclusive? Tes clients s'enfuiraient, ta famille te déshériterait, et moi, je serais exposé à l'humiliation publique. Alors nous présenterons ton travail sous ton nom. » déclara-t-il avec une conviction qui la surprit. « Je te donnerai la position officielle que tu mérites. Je suis prêt à prendre le risque. » Claire le regarda comme s'il avait perdu la raison. « Et que dira ta famille à Paris? Les investisseurs? Les clientes qui paient des milliers pour des robes conçues par des noms importants ?» La question resta en suspens entre eux comme une barrière invisible. « Parfois, il faut choisir entre ce qu'on attend de nous et ce que nous voulons vraiment, » répondit-il finalement. Leurs regards se croisèrent, chargé de non-dits, et pour la première fois, Claire se demanda s'il parlait seulement des affaires ou de quelque chose de bien plus profond qui commençait à naître entre eux. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir, pour décider si je veux m'exposer de cette façon. » Il acquiesça, respectant son espace. « Je te raccompagne, » offrit-il. Il est tard. Le trajet dans son élégante voiture se déroula principalement en silence. Arrivée devant la modeste maison de Claire, elle hésita avant de descendre. « Crois-tu qu'elle mettra sa menace à exécution ?» demanda-t-elle, faisant référence à Thérèse. « Thérèse tient trop à sa carrière pour risquer une action en diffamation, » répondit Julien. « Mais nous devons être prudents. La première collection doit être si extraordinaire que personne ne remettra en question ta légitimité en tant que créatrice. » Claire hocha la tête, reconnaissant intérieurement qu'ils disent « nous devons » et non « tu dois », comme s'ils formaient une équipe, affrontant ensemble ce qui pourrait arriver. « Bonne nuit, Julien. Bonne nuit, Claire. » La lumière de la lune éclairait son profil quand il l'observa entrer chez elle. L'espace d'un instant, Julien Dumas se permit d'imaginer un avenir très différent de celui qu'il avait toujours prévu. Un avenir où le succès ne se mesurait pas en chiffres de vente, mais dans le sourire d'une femme aux yeux verts qui transformait des morceaux en œuvres d'art. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension expectante. Thérèse avait quitté la ville, selon les rumeurs, pour accepter une offre à Paris. La boutique continuait de fonctionner normalement, mais parmi les employés, on murmurait sur la mystérieuse sortie de la créatrice principale et sur qui occuperait sa place. Pendant ce temps, dans l'atelier secret, Claire travaillait avec une intensité fébrile, canalisant toutes ses émotions dans la première collection qui porterait son nom. Chaque pièce racontait une histoire. La robe inspirait des platanes qui fleurissaient sur la place centrale, la veste qui réinterprétait les broderies traditionnelles lyonnaises, l'ensemble qui fusionnait des éléments du costume traditionnel avec des lignes contemporaines. Un soir, alors qu'elle ajoutait les derniers détails à sa pièce préférée, elle entendit la porte s'ouvrir. Elle s'attendait à voir Julien, mais à sa place entra un homme qui lui ressemblait étrangement. Les mêmes yeux bleus, mais avec une froideur calculatrice qui la fit frissonner. « Alors c'est toi, la fameuse Claire, » dit l'inconnu, parcourant l'atelier d'un regard évaluateur. « La femme qui a ensorcelé mon frère. »« Votre frère ?» demanda-t-elle, se levant. « Charles Dumas, » se présenta-t-il, avec un léger accent parisien, le frère censé de la famille. Claire garda son sang-froid,
bien que son cœur battît rapidement. Julien n'avait jamais mentionné que son frère viendrait à Lyon. « Julien n'est pas ici, dit-elle, essayant de ne pas montrer sa nervosité. « Je sais, répondit-il, s'approchant pour examiner les créations. C'est précisément pour cela que je suis venu. Je voulais rencontrer la femme qui a réussi ce qu'aucune autre n'avait fait avant, amener Julien à s'opposer à la famille pour un caprice. » Il prononça ce dernier mot avec un mépris à peine dissimulé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » se défendit Claire. « Votre frère et moi avons une relation strictement professionnelle. » Charles laissa échapper un rire dépourvu de toute chaleur. « Ma chère, je connais mon frère mieux que quiconque, et je ne l'ai jamais vu aussi distrait, si prêt à risquer tout ce que nous avons construit pendant des générations. » Il s'approcha trop près, envahissant son espace personnel. Claire perçut son eau de Cologne coûteuse, identique à celle qu'utilisait Julien, mais chez lui elle semblait oppressante, menaçante. « Que voulez-vous vraiment ?» demanda-t-elle, gardant la tête haute. « Protéger les intérêts familiaux, » répondit-il froidement. « Je pourrais t'offrir une somme généreuse pour que tu disparaisses de la vie de mon frère, suffisamment pour que toi et ta petite famille viviez confortablement quelque part loin d'ici. » Claire sentit son sang bouillir dans ses veines. L'indignation surpassa la peur. « Je ne suis pas à vendre, monsieur Dumas, » répondit-elle avec une dignité qui surprit l'homme. « Et si vous connaissiez vraiment votre frère, vous sauriez que lui non plus. » Charles la regarda avec un intérêt renouvelé, comme s'il commençait tout juste à la prendre au sérieux. « Intéressant, » murmura-t-il, « très intéressant. Je comprends mieux maintenant la fascination de Julie. » Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit cet échange tendu. Julien apparut sur le seuil, son expression passant de la surprise à une fureur contenue en voyant son frère là. « Que fais-tu ici, Charles ?» demanda-t-il, avec un calme qui contredisait la tension évidente dans sa posture. « Je fais connaissance avec ta protégée, » répondit Charles, souriant sans chaleur. « Je dois admettre que tu as bon goût. Elle est bien plus intéressante que les mannequins habituels avec lesquels tu te lis. » Julien se plaça à côté de Claire, dans un geste protecteur qui n'échappa à aucun des présents. « Claire est la nouvelle directrice créative de la boutique, » annonça-t-il fermement, « et elle mérite le même respect que n'importe quel autre professionnel de notre équipe. » Charles leva les sourcils, sincèrement surpris. « Directrice créative ? As-tu complètement perdu la raison? Tante Solange aura une attaque quand elle l'apprendra. Tante Solange et le reste de la famille devront accepter mes décisions s'ils veulent que je continue à diriger l'entreprise familiale en France, » répondit Julien. « Maintenant, si tu as fini de menacer ma collaboratrice, je te serai reconnaissant de nous laisser travailler. » Les frères se regardèrent fixement, livrant une bataille silencieuse qui parlait d'années de compétition et de ressentiment. Finalement, Charles se dirigea vers la porte, non sans jeter un dernier regard évaluateur à Claire. « J'espère que tu sais ce que tu fais, mon frère, » dit-il avant de sortir. « Ce ne sont pas seulement ta réputation et celle de l'entreprise qui sont en jeu. Tu joues aussi avec le cœur de cette femme. » Quand ils se retrouvèrent seuls, un silence gêné s'installa entre eux. Claire fut la première à le rompre. « Tu ne m'avais pas dit que ton frère viendrait, » dit-elle, essayant de garder une voix ferme. « Je ne le savais pas, » répondit Julien, passant une main dans ses cheveux en signe de frustration. « J'aurais dû imaginer que la famille enverrait quelqu'un après la démission de Thérèse. Charles a toujours été leur chien de garde. »« Directrice créative ?» questionna-t-elle, changeant de sujet. « Quand as-tu décidé cela ?» Julien la regarda directement, sans hésitation. « Depuis le début. J'attendais juste le bon moment pour te le proposer officiellement. » Il prit ses mains entre les siennes. « Claire, ce n'est ni de la charité ni un caprice. J'ai vu ton talent, ta vision. Tu mérites ce poste plus que n'importe quel diplômé d'école de mode avec des noms importants. » Le contact de ses mains envoya un courant électrique dans tout son corps. Claire voulait désespérément le croire, mais les paroles de Charles avaient semé le doute. « Et si j'échoue ?» murmura-t-elle. « Et si les gens se moquent de mes créations? Je n'ai pas d'éducation formelle, ni de contact, ni... »« Tu as quelque chose de bien plus précieux, » l'interrompit-il. « Tu as une voix authentique, et je crois en cette voix. Pas toi ?» La question resta suspendue entre eux, chargée de significations qui allaient au-delà de la mode ou des affaires. C'était une invitation à croire en elle-même, mais aussi à lui faire confiance à ce qui grandissait entre eux. Claire regarda les créations qu'elle avait conçues, chacune née de ses expériences, de son héritage culturel, de sa lutte quotidienne. Pour la première fois, elle se permit de les voir non comme le produit de la nécessité, mais comme des expressions légitimes d'art, de son art. « Oui, » répondit-elle finalement, avec une assurance qui la surprit elle-même. « Oui, j'y crois. » Le sourire de Julien illumina tout son visage, le transformant. Sans réfléchir, il attira Claire vers lui, dans une étreinte qui brisait toutes les barrières sociales qui les avaient séparés. Pour un moment, ils n'étaient plus l'homme d'affaires fortuné et la femme de ménage. Ils étaient simplement un homme et une femme unis par une vision partagée et par quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Charles Dumas, loin d'accepter la défaite, préparait déjà sa prochaine manœuvre. Une manœuvre qui mettrait à l'épreuve non seulement la détermination professionnelle de Claire, mais aussi les sentiments qui commençaient à s'épanouir entre elle et Julien. L'exposition annuelle des créateurs locaux à Lyon avait toujours été un événement pour touristes, mais cette année,
La rumeur d'une nouvelle collection révolutionnaire avait attiré des critiques de mode de Paris, Marseille et même quelques représentants internationaux. Au centre de la salle historique, illuminée par des chandeliers centenaires, se trouvaient les 5 robes que Claire avait créées pour ses débuts publics. L'événement, organisé dans l'ancien couvent des Jacobins, mêlait la solennité historique du lieu à l'avant-garde des propositions présentées. Depuis un coin discret, Claire observait, le cœur battant, comment les invités parcouraient l'exposition, s'arrêtant particulièrement devant ses créations. Julien avait insisté pour présenter la collection sous le nom Claire Moreau pour Dumas, lui donnant une place de premier plan qui l'effrayait et l'excitait à parts égales. Les 2 derniers mois avaient été un tourbillon de travail, d'apprentissage accéléré sur l'industrie et de changements dans sa vie personnelle qui la laissaient encore étourdie. Elle avait quitté son travail à la pension, malgré les protestations de Madame Martin, qui ne comprenait pas comment sa femme de ménage devenait soudainement créatrice. Elle avait déménagé avec sa mère et Sophie dans un petit appartement confortable près de l'atelier, payé par l'entreprise dans le cadre de son contrat de directrice créative. Et le plus déconcertant, elle était devenue le centre d'attention des cercles sociaux de Lyon, qui ne cessaient de spéculer sur sa relation avec Julien Dumas. De son poste d'observation, elle vit une femme élégante, qu'elle apprit plus tard être la rédactrice du magazine de mode le plus important de France, examiner en détail les coutures de sa création favorite, une robe qui combinait de la dentelle ancienne avec des morceaux de denim travaillés artisanalement. « C'est extraordinaire », commenta la femme à Julien qui jouait l'hôte avec son élégance habituelle. « Cela combine des éléments traditionnels avec une sensibilité contemporaine que je n'avais jamais vue. La façon dont elle a incorporé des techniques artisanales locales dans une structure clairement influencée par la haute couture parisienne. Fascinant. » Julien jeta un regard rapide vers l'endroit où se trouvait Claire, avant de répondre. Claire Moreau a une perspective unique. Son travail transcende les catégories. C'est rafraîchissant de voir quelque chose d'original, poursuivit la rédactrice. Je suis fatiguée des imitations de Paris et Milan qui inondent notre marché. Ceci, elle désigna la robe, à sa propre identité. Claire ressentit une vague de fierté mêlée d'incrédulité. Était-ce vraiment en train d'arriver? La fille d'une couturière qui avait appris le métier en rapiéçant les vêtements des autres, recevant des éloges d'une des figures les plus influentes de la mode nationale. Absurdité, intervint une voix familière, brisant son moment de bonheur. Charles Dumas s'avança parmi la foule, une coupe de champagne à la main et un sourire venimeux sur les lèvres. À ses côtés, comme une ombre élégante, marchait Thérèse Valois. Le talent local est certainement pittoresque, continua-t-il d'un ton qui transformait le compliment en insulte. Mais appelons les choses par leur nom. De l'artisanat folklorique, avec des prétentions, pas de la haute couture. Un silence gêné tomba sur le groupe. Julien se tendit visiblement mais garda son sang-froid. Le concept même de haute couture évolue. Charles, répondit-il froidement. C'est précisément le pari de notre marque. Redéfinir ce que signifie le luxe au XXIe siècle. Thérèse fit un pas en avant, avec la grâce calculée d'un prédateur. « Merveilleux discours marketing », dit-elle, souriant sans chaleur, presque aussi bien élaboré que l'histoire de l'humble couturière découverte par hasard, tellement cinématographique. La rédactrice, loin d'être mal à l'aise devant cet échange, semblait fascinée par le drame qui se déroulait devant elle. « L'authenticité est précisément ce qui rend cette collection précieuse », intervint-elle, s'adressant à Charles. « Si vous me permettez, monsieur Dumas, l'industrie de la mode est saturée de créateurs aux références impeccables, mais sans rien de nouveau à dire. Ce que je vois ici est une voix fraîche. » Charles maintint son sourire, mais ses yeux brillèrent d'irritation. « Bien sûr, chacun a droit à son opinion, » concéda-t-il. « Mais je me demande ce que penseront nos clients traditionnels quand ils découvriront qu'ils perdent des milliers d'euros pour le travail de quelqu'un sans formation, sans lignée dans l'industrie. Quelqu'un qui, jusqu'à récemment, nettoyait des toilettes pour gagner sa vie. » Les mots tombèrent, comme un fouet. Claire, qui s'était lentement approchée du groupe, s'arrêta net. L'humiliation la frappa avec force, lui donnant envie que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Julien fit un pas en avant, avec une expression que peu avaient vue auparavant. « Je te suggère de surveiller tes paroles, mon frère, » avertit-il, avec un calme qui contenait à peine sa fureur. « Tu parles de la directrice créative de notre entreprise et de la femme qui... » « La femme qui quoi, Julien ?» le défia Charles. « La femme qui a réussi ce qu'aucune autre n'a fait, te faire perdre la tête. La femme pour qui tu es prêt à jeter par-dessus bord l'héritage de notre famille. » La tension entre les frères était palpable. Thérèse observait avec une malice à peine dissimulée, tandis que la rédactrice prenait des notes mentales de chaque mot, imaginant sans doute déjà l'article juteux qu'elle écrirait sur cette confrontation. « Excusez-moi », interrompit une voix inconnue. Une femme âgée, aux cheveux argentés et au port distingué, se fraya un chemin parmi les curieux qui s'étaient déjà rassemblés. Son élégance
naturelle, imposait un respect immédiat. « Béatrice Monteil », se présenta-t-elle, s'adressant directement à Claire. « Tu es la fille de Mathilde Moreau, n'est-ce pas ?» Claire acquiesça, confuse. Le nom lui semblait vaguement familier, mais elle n'arrivait pas à le situer. « Ma mère s'appelle Mathilde. » « Oui, vous la connaissez. » La femme prit ses mains entre les siennes avec une émotion surprenante. « Mon Dieu, je le savais. Je reconnaîtrais ce style n'importe où. » Elle se tourna vers l'assistance. « Mesdames et messieurs, cette femme est la fille de Mathilde Moreau, qui fut l'apprentie la plus talentueuse jamais passée dans mon atelier dans les années 70, avant qu'un malheureux scandale ne l'éloigne du monde de la mode. » Un murmure parcourut la salle. Béatrice Monteil avait été l'une des créatrices les plus respectées de France des décennies auparavant, pionnière dans la fusion de la haute couture avec des éléments traditionnels français. « Ta mère avait un don spécial pour donner une nouvelle vie au tissu jeté, » continua Béatrice sans lâcher les mains de Claire. « Je vois que tu l'as hérité, avec son œil pour la couleur et la texture. Cette coupe en diagonale, cette façon de travailler la dentelle, ce sont incontestablement des techniques que je lui ai enseignées. » La révélation frappa Claire comme une vague. Sa mère, une simple couturière de province, avait été l'apprentie de la légendaire Béatrice Monteil. Pourquoi ne lui avait-elle jamais dit ? Julien s'approcha, plaçant une main protectrice sur son dos. « Claire est la créatrice de chaque pièce que vous voyez ici », annonça-t-il d'une voix ferme, saisissant le moment. « Et je suis fier de présenter son talent au monde, sans considération pour son origine ou sa formation académique. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez voir de vos propres yeux, pur talent et vision. » Thérèse Valois laissa échapper un rire méprisant. « Tu crois vraiment que tes clients paieront des milliers pour des robes conçues par la fille de la femme de ménage? Les gens comme nous ne se mélangent pas avec eux. » Elle fit un geste dédaigneux vers Claire. « Assez. » La voix de Béatrice Monteil, bien que douce, contenait une autorité qui fit taire tout le monde. « J'ai entendu parler de vous, mademoiselle Valois. Talent modéré, technique correcte, mais absolument rien d'original. À mon époque, nous vous aurions appelé créatrice de catalogue, capable de suivre les tendances, mais incapable de les créer. » Thérèse pâlit devant le mépris à peine voilé de la vétérane créatrice. Charles, percevant que la situation tournait contre eux, tenta une stratégie différente. « Personne ne remet en question le charme de ces pièces, » dit-il, avec une diplomatie étudiée. « Ce que je remets en question, c'est la décision commerciale de parier la réputation d'une marque de luxe sur une nouveauté sans parcours. Les marchés sont cruels, la mode est cruelle, et c'est précisément pour cela qu'elle doit constamment se renouveler, » intervint la rédactrice. « Monsieur Dumas, si vous me permettez l'audace, je crois que votre frère a trouvé quelque chose de révolutionnaire ici. Pas seulement un nouveau talent, mais une nouvelle approche. Luxe avec conscience, artisanat élevé à l'art, tradition réinventé. C'est précisément le type d'histoire que mon magazine cherche à mettre en avant. » Les paroles de l'influente rédactrice changèrent visiblement l'atmosphère. Les invités, qui avaient observé l'échange avec inconfort, regardaient maintenant les créations de Claire avec un intérêt renouvelé. Charles et Thérèse échangèrent des regards, conscients qu'ils avaient perdu cette bataille. « Mon frère a toujours eu de la chance », commenta Charles, essayant de garder sa dignité. « Espérons que cette fois aussi, il en aura. Je te souhaite du succès, Claire Moreau. Tu en auras besoin. » Sur ces mots, il se retira, suivi par Thérèse, qui lança un dernier regard chargé de rancœur. Quand ils furent suffisamment éloignés, Béatrice se tourna vers Claire. « Tu dois bientôt rendre visite à ta mère, » dit-elle, avec une expression plus sérieuse. « Il y a des histoires qu'elle doit te raconter. Des histoires qui t'aideront peut-être à mieux comprendre ton propre chemin. » Ce soir-là, alors que les étoiles brillaient sur les toits historiques de Lyon, quelque chose de fondamental changea dans l'univers de Claire. L'exposition avait été un succès retentissant, avec des commandes initiales qui dépassaient toutes les attentes. La rédactrice avait promis un article en couverture dans le prochain numéro, mais au-delà du succès professionnel, elle avait découvert une pièce cruciale du puzzle de sa propre identité. Tandis qu'elle marchait aux côtés de Julien dans les rues pavées, en direction de la maison où sa mère et sa fille attendaient, le silence entre eux était plein de possibilités. « Ta mère ne t'a jamais parlé de son passé », commenta-t-il, non comme une question, mais comme une affirmation. « Il y a tant de choses que j'ignore à son sujet », répondit Claire, encore en train d'assimiler la révélation. « J'ai toujours cru que nous étions des gens simples, que notre histoire commençait et se terminait dans notre petite maison. Je n'ai jamais imaginé qu'elle avait eu une autre vie, d'autres rêves. » Julien s'arrêta sous un réverbère, son visage partiellement éclairé, révélant une expression vulnérable que Claire n'avait jamais vue. Parfois, les personnes que nous aimons gardent des secrets, non pas pour nous blesser, mais pour nous protéger, dit-il doucement. Ou peut-être pour se protéger elle-même de la douleur du passé. Leurs regards se croisèrent, et Claire sentit qu'il parlait autant de Mathilde que de lui-même. Quel secret gardait Julien Dumas derrière ses yeux bleus? Elle avait beaucoup appris sur lui en tant qu'homme d'affaires, en tant que visionnaire, mais combien en savait-elle vraiment sur l'homme? Comme répondant à ses pensées non exprimées,
Julien prit sa main avec une délicatesse qui contrastait avec son assurance habituelle. « Il y a tant de choses que je veux te dire, Claire, » murmura-t-il, sa voix à peine audible dans la nuit tranquille. « Tant de choses que j'ai gardées par peur de t'effrayer, de te mettre la pression, alors que tu faisais déjà face à tant de changements. » Le cœur de Claire s'accéléra, anticipant des paroles qu'elle désirait et craignait en même temps. « Peut-être devrions-nous suivre le conseil de Béatrice, » répondit-elle, faisant un petit pas en arrière, submergée par l'intensité du moment. « Il y a des histoires que je dois d'abord entendre, comprendre d'où je viens avant de décider où je vais. » Il acquiesça, respectant son espace, bien que ses yeux révèlent des émotions contenues. « Bien sûr, » dit-il doucement, « chaque chose en son temps. Cette nuit est pour célébrer ton triomphe professionnel. Le personnel peut attendre. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Julien sonna avec insistance. En voyant l'écran, son visage se transforma. « C'est de Paris, » murmura-t-il. « Ma famille. » L'appel fut bref mais intense. Julien écoutait plus qu'il ne parlait, son expression devenant de plus en plus sombre. « Je comprends, » dit-il finalement. « J'y serai. » Quand il termina l'appel, l'expression de Julien était indéchiffrable. « Ma tante Solange, la matriarche de la famille, est à l'hôpital, » annonça-t-il. « Une crise cardiaque. Ils veulent que j'aille immédiatement à Paris. » Claire ressentit une pointe de culpabilité. Le stress causé par la situation avec la boutique aurait-il déclenché la crise de santé de la vieille dame? « Je suis vraiment désolée, » dit-elle sincèrement. « Tu dois y aller, bien sûr. Je reviendrai dès que possible, » promit-il, serrant doucement sa main. « La collection est sur la bonne voie. Les commandes sont assurées. Ta position dans l'entreprise est maintenant indiscutable. Ne t'inquiète pas pour moi, » répondit-elle. « Ta famille a besoin de toi. Va. » Ils se quittèrent avec une étreinte qui contenait bien plus que des mots, avec la promesse tacite de continuer ce qu'ils avaient commencé à construire ensemble quand ils reviendraient. Ce que Claire ignorait, c'est que cet appel ne concernait pas simplement la santé de tante Solange. C'était le début d'une épreuve qui mettrait à l'épreuve les sentiments qu'ils commençaient à peine à reconnaître. Le lendemain, en entrant dans l'atelier, elle trouva sur sa table de travail une enveloppe élégante. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Julien, accompagnée de documents légaux qui la nommaient officiellement directrice créative, avec plein pouvoir durant son absence. La lettre se terminait par des mots qui lui coupèrent le souffle. « Il y a des chemins que nous parcourons toute notre vie pour rencontrer quelqu'un qui nous rappelle qui nous sommes vraiment. Tu as été cette rencontre pour moi, Claire Moreau. Je reviendrai bientôt, non seulement à l'entreprise qui est maintenant autant la tienne que la mienne, mais à la possibilité d'un nous que nous commençons à peine à découvrir. » La maison de Mathilde Moreau sentait le café fraîchement moulu et les herbes qui pendaient toujours du plafond de la cuisine. Malgré leur déménagement dans un appartement plus confortable et spacieux, Mathilde avait insisté pour maintenir ses vieilles habitudes, créant un coin de cuisine traditionnel qui rappelait leur ancienne maison. Assise dans la vieille berceuse qu'elle avait tenue à emporter avec elle, la femme observait en silence sa fille qui fouillait dans le contenu d'un vieux coffre qu'elles avaient trouvé caché au fond d'une armoire. C'était un coffre que Mathilde avait gardé fermé pendant des décennies, comme s'il contenait non seulement des objets, mais aussi les fantômes d'un passé qu'elle avait décidé d'enterrer. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» demanda Claire, tenant un album de coupures jaunies qui montrait une jeune Mathilde aux côtés de Béatrice Monteil, lors de défilés de mode des années 70. La femme sur les photographies ressemblait à peine à la mère que Claire connaissait. C'était une Mathilde rayonnante, avec des cheveux noirs brillants tombant en vagues sur ses épaules, portant des créations avant-gardistes et posant avec confiance devant les caméras. Sur une image particulièrement frappante, elle se tenait près d'un homme élégant, dont le visage avait été soigneusement découpé de la photographie. La vieille dame soupira profondément, comme si le poids des souvenirs était trop lourd pour ses frêles épaules. « Parce que je voulais te protéger de la douleur qui vient avec les rêves brisés, » répondit-elle finalement, caressant une coupure de journal annonçant un défilé. « Quand je suis tombée enceinte de toi, le père de mon bébé, un investisseur important de l'industrie, m'a tourné le dos. Béatrice m'a défendu, a risqué sa réputation pour moi, mais elle a perdu d'importants contrats pour m'avoir soutenu. Le scandale a été terrible. À cette époque, une mère célibataire était vue comme une disgrâce. » Claire laissa les coupures et s'agenouilla devant sa mère, prenant ses mains ridées entre les siennes. « C'est pour ça que nous avons déménagé à Lyon. » Pour fuir, Mathilde acquiesça lentement. « J'ai décidé qu'une vie simple, loin de ce monde cruel, serait meilleure pour nous, que je t'élèverais avec des valeurs différentes, que je t'apprendrais à apprécier le simple, l'authentique. » Ses yeux s'humidifièrent. « Peut-être me suis-je trompé. Peut-être aurais-je dû lutter davantage. T'apprendre à réclamer ce qui te revient. Le regrettes-tu » demanda Claire d'une voix brisée. « D'avoir quitté ce monde pour moi ?» Les yeux de Mathilde se remplirent de larmes. « Jamais, mon enfant. Je ne regretterai jamais de t'avoir eu. Mais je regrette de t'avoir transmis ma peur, de t'avoir appris à ne pas rêver grand. » Elle caressa le visage de sa fille. « Quand j'ai vu tes créations à l'exposition, tu y étais ?»
interrompit Claire, surprise. Je pensais que tu te sentais trop faible pour y assister. Béatrice est venue me chercher. Elle a insisté pour que je voie ce que tu es devenu. Elle sourit avec fierté, et elle avait raison. Voir ton travail, voir comment tous te regardaient avec admiration. C'était comme si la vie me donnait une seconde chance à travers toi. Sophie entra en courant à ce moment-là, un dessin coloré à la main. « Maman, mamie, regardez ce que j'ai dessiné à l'école !» s'exclama-t-elle, montrant une représentation enfantine de 3 femmes. Une petite, une moyenne et une âgée, toutes tenant des fils et des aiguilles. « C'est magnifique, mon amour, » dit Claire, embrassant sa fille. Les 3 couturières de la famille. Mathilde observa la scène avec des yeux brillants d'émotion. « 3 générations, murmura-t-elle, chacune trouvant son propre chemin. Et maintenant, ce jeune homme, Julien, commenta Mathilde, changeant de sujet avec un sourire perspicace. « C'est purement professionnel, maman, » s'empressa de clarifier Claire, sentant le rouge lui monter aux joues. Mathilde sourit avec sagesse. « J'ai assez vécu pour reconnaître quand il y a plus que des affaires dans la façon dont un homme regarde une femme et dans la façon dont elle essaie de ne pas le regarder. » Claire ne put s'empêcher de sourire, se rappelant la lettre de Julien qu'elle gardait près de son cœur depuis 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles elle n'avait pas eu de nouvelles de lui, sauf un bref message annonçant que la situation familiale était plus compliquée que prévu et que son séjour à Paris se prolongerait. « C'est compliqué, » admit-elle finalement. « Nous venons de mondes si différents, comme son père et moi, » compléta Mathilde, la surprenant. Lui aussi venait d'une famille puissante. La différence, c'est que Julien semble avoir la force qui lui a manqué. La conversation fut interrompue par des coups urgents à la porte. C'était Xavier, l'assistant que Julien avait désigné pour l'aider avec la production de la collection, l'expression bouleversée. « Claire, tu dois voir ça !» annonça-t-il sans préambule, lui montrant sa tablette. Sur l'écran, un article récemment publié dans un blog de mode, influent montrait des photos des robes de Claire à côté d'une autre collection étonnamment similaire. Le titre était dévastateur. Innovation ou plagiat. La mystérieuse similitude entre la collection Moreau et les créations antérieures de Valois. Claire sentit qu'elle manquait d'air. Les images montraient des croquis presque identiques aux siens, mais datés de plusieurs mois auparavant. « C'est impossible », murmura-t-elle. « J'ai créé ces designs. Thérèse ne les a jamais vus avant qu'ils ne soient terminés. Il y a plus, » dit Xavier, faisant défiler l'écran. « Charles Dumas vient d'inaugurer une boutique rivale de l'autre côté de la place, et il utilise ses designs originaux de Thérèse comme sa collection inaugurale. Ils ont convoqué la presse pour cet après-midi. La trahison était trop douloureuse à assimiler. Thérèse avait volé ses croquis cette nuit-là dans l'atelier, mais au lieu de les copier, elle avait fait quelque chose de plus astucieux, les revendiquer comme siens, les datant du passé, pour faire croire que c'était Claire la plagiaire. « Et Julien ?» demanda-t-elle, essayant de garder son sang-froid. « Est-il au courant ?»« Je n'ai pas pu le joindre, » répondit Xavier, visiblement inquiet. Son téléphone est éteint depuis hier. La panique commença à s'emparer d'elle. Serait-il possible que tout ait été un piège élaboré? Que Julien l'ait utilisé pour voler ses idées avant de disparaître opportunément? Non, elle refusait de le croire. Elle avait vu la sincérité dans ses yeux, avait senti l'authenticité de ses paroles. « Que faisons-nous, Claire ?» demanda Xavier. « Les commandes vont commencer à être annulées si cela se répand. La réputation de la boutique... »« La boutique est secondaire, » interrompit Mathilde, se levant avec une énergie qu'elle n'avait pas montrée depuis longtemps. « C'est ton nom qu'ils salissent, ma fille. Ton talent. Tu ne peux pas le permettre. » Claire regarda sa mère, surprise par sa véhémence. « Que suggères-tu » Les yeux de Mathilde brillèrent d'une détermination qui rappelait la jeune femme des photographies. Les affronter, publiquement, avec des preuves. Elle désigna le coffre. « Et je crois que j'ai exactement ce qu'il te faut. » Parmi les coupures et les photographies, Mathilde sortit un petit carnet de croquis usés. C'était mon livre d'inspiration. Il contient des techniques que Béatrice m'a enseignées, certaines de ses propres notes, expliqua-t-elle, tournant les pages jaunies. Il y a des patrons et des méthodes qui sont inconfondables, que seule une personne formée dans son atelier connaîtrait. Elle l'ouvrit à une page spécifique, montrant un design qui, effectivement, utilisait une technique de coupe et d'assemblage, très similaire à celle que Claire avait employée dans sa collection. « Je n'aurais pas pu le copier puisque je ne l'avais jamais vu, » murmura Claire, comprenant. « Mais je le portais dans mon sang. C'est une partie de mon héritage. » « Exactement, » acquiesça Mathilde. Et Thérèse Valois, même si elle a étudié à Paris, n'a jamais eu accès à ces techniques. Ce sont les secrets de l'atelier de Béatrice, transmis de maître à apprenti, de mère à fille. À ce moment-là, Sophie, qui était restée inhabituellement silencieuse, tira sur la jupe de Claire. « Maman, tu te souviens quand tu m'as dit que chaque robe raconte une histoire ?» demanda-t-elle avec innocence. « Oui, mon amour. Alors raconte-leur ton histoire, » dit la petite fille avec une sagesse surprenante. L'histoire vraie gagne toujours contre le mensonge. Les paroles simples de sa fille résonnèrent profondément. Claire regarda les croquis, puis sa mère, et enfin Xavier, qui attendait des instructions. « Convoque une conférence de presse, » dit-elle avec une détermination renouvelée. « Pas dans une galerie élégante, mais sur la place principale, face aux 2 boutiques. Invite tout le monde, journalistes, blogueurs, clients.
Et surtout, Béatrice Monteil. Que prévois-tu? Demanda Xavier, surpris par son audace. Montrer qui je suis vraiment et d'où vient mon inspiration, répondit-elle, prenant le carnet de sa mère. Je ne veux plus me cacher. 3 heures plus tard, la place historique de Lyon fut témoin de quelque chose de jamais vu auparavant. Face aux 2 boutiques rivales, Claire avait monté un podium improvisé où, au lieu de mannequins professionnels, défilaient les femmes de la ville portant tant les créations de sa collection officielle que de nouvelles pièces créées en un temps record. La boulangère, l'institutrice, l'artisane locale, même Madame Martin de la pension. Chaque robe avait un nom, une histoire, une signification personnelle pour celle qui la portait. Au premier rang, Mathilde observait avec fierté, tandis que Sophie distribuait des programmes faits main parmi le public. Béatrice Monteil s'était présentée avec un groupe d'anciennes apprenties, toutes prêtes à témoigner de l'authenticité des techniques utilisées par Claire. Charles Dumas et Thérèse Valois observèrent la scène avec des expressions oscillant entre l'incrédulité et la fureur. Leur stratégie élaborée pour discréditer Claire se transformait en un spectacle qui l'élevait encore davantage. Quand toutes les modèles improvisées se rassemblèrent pour l'applaudissement final, Claire prit le microphone avec des mains qui ne tremblaient plus. « Ces robes ne sont pas simplement du tissu et des coutures », commença-t-elle d'une voix claire qui résonna sur la place. « Ce sont des histoires de femmes qui travaillent, qui rêvent, qui luttent. C'est l'héritage de ma mère, Mathilde Moreau, apprentie de maître Béatrice Monteil et de toutes les femmes qui m'ont précédée. » Elle déploya plusieurs des anciens croquis à côté des siens, montrant les similitudes techniques qu'aucun plagiaire ne pourrait connaître. « L'authenticité ne peut pas être falsifiée, » poursuivit-elle. « On peut copier un design, mais pas l'âme qui l'a créé. Pendant des années, j'ai cru que quelqu'un comme moi n'appartenait pas au monde de la mode. Aujourd'hui, je comprends que ce sont précisément des gens comme nous qui doivent le transformer. » L'applaudissement fut assourdissant. Dans la foule, Charles Dumas observait avec une expression sombre, conscient qu'il avait été vaincu par quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter ni voler, l'authenticité. La présentation se transformait déjà en célébration quand un murmure parcourut la foule. Une voiture noire s'arrêta à l'extrémité de la place, et Julien Dumas en descendit, l'air fatigué mais déterminé. Claire le vit avancer parmi les gens, se frayant un chemin vers elle avec détermination. Son cœur fit un bond en notant qu'il n'était pas seul. Une femme âgée, élégamment vêtue mais avec une expression sévère, l'accompagnait appuyée à son bras. Par son allure et la ressemblance familiale indéniable, ce ne pouvait être que la fameuse tante Solange, la matriarche des Dumas. Quand Julien arriva jusqu'à elle, ses yeux étaient pleins d'émotions contradictoires, admiration, fierté, mais aussi inquiétude. « Tu es extraordinaire, dit-il simplement. Pardonne-moi de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la vieille dame fit un pas en avant, l'évaluant d'un regard critique. « Alors c'est toi, la fameuse Claire Moreau, dit-elle, avec un accent parisien marqué. La femme qui a révolutionné notre entreprise familiale. » Claire se redressa, affrontant son examen avec dignité. « Je suis Claire Moreau, oui, créatrice et directrice artistique de la boutique Dumas. » Un sourire presque imperceptible courba les lèvres de la vieille dame, et apparemment bien plus courageuse que mon neveu Charles, elle désigna l'endroit où Charles et Thérèse se retiraient discrètement. « Regarde-les fuir comme des rats, pathétiques. » Julien semblait aussi surpris que Claire par la réaction de sa tante. Tante Solange a insisté pour venir personnellement quand elle a su ce qui se passait, expliqua-t-il. Sa crise cardiaque s'est avérée être une exagération de Charles pour me retenir à Paris pendant qu'il exécutait son plan. « Je ne lui ai jamais fait confiance, » déclara la vieille dame. « Trop semblable à son père, ambitieux sans vision, avide sans passion. » Elle se tourna vers Claire, l'évaluant à nouveau. « Toi, en revanche, tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu il y a bien des années. » Une jeune créatrice française au talent exceptionnel, son regard se porta vers Mathilde, qui s'était approchée timidement. Mathilde Moreau. Je n'oublierai jamais ce visage. Même après des décennies, Mathilde pâlit, reconnaissant la femme. « Madame Solange, » murmura-t-elle, « je n'aurais jamais pensé vous revoir. »« Le monde fait d'étranges détours, » répondit la vieille dame. « Mon frère a toujours regretté de t'avoir laissé partir. » Les yeux de Claire s'ouvrirent avec surprise, reliant enfin les pièces. Le visage découpé sur les photographies, l'investisseur qui avait abandonné sa mère, pourrait-il être le père de Julien? Comme lisant dans ses pensées, la vieille dame ajouta « Non, petite, ce n'est pas ce que tu penses. Mon frère aîné, Guillaume, est celui qui a connu ta mère, le père de Charles, pas de Julien. Il n'y a pas de parenté entre vous, si c'est ce qui t'inquiète. » Le soulagement que ressentit Claire fut immédiat et écrasant. Julien la regardait, comprenant graduellement le lien familial qu'il n'avait jamais soupçonné. « C'est incroyable, » murmura-t-il. « C'est le destin, » corrigea Solange. « Et maintenant, si cela ne vous dérange pas,
J'aimerais connaître cette collection dont tout le monde parle. Et après, je crois que nous avons beaucoup à discuter. Des affaires de famille, anciennes et nouvelles. Ce soir-là, alors que la ville célébrait ce qu'on appelait déjà la Révolution Moreau, Julien trouva Claire assise sur les marches de la vieille église, contemplant les étoiles. Après des heures de conversations intenses entre Mathilde et Solange, de révélations familiales et de négociations commerciales, tous deux avaient besoin d'un moment de calme. « Tu as réussi », dit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Nous avons réussi », corrigea-t-elle, permettant à leurs épaules de se toucher. Le silence entre eux était chargé de tout ce qu'ils ne s'étaient pas encore dit. Julien prit sa main avec délicatesse, entrelaçant ses doigts aux siens. « Ma famille a retiré toutes les objections », informa-t-il. « En fait, tante Solange est enchantée à l'idée que tu diriges la ligne créative de toutes nos boutiques. » Claire retint son souffle, surprise par l'ampleur de l'offre. « Toutes, même à Paris, surtout à Paris », sourit-il. « Elle dit que nous avons besoin de sang neuf, de vision fraîche. Et après avoir vu comment tu as géré la crise aujourd'hui, je suis entièrement d'accord. La nouvelle était presque impossible à assimiler. De femme de ménage à directrice créative internationale en moins de 3 mois. Un rêve qu'elle n'avait même pas osé rêver. « Et Thérèse, Charles ?» demanda-t-elle, préoccupée par d'éventuelles représailles. Thérèse a reçu une offre en Asie qui, mystérieusement, requiert sa présence immédiate, expliqua Julien avec une lueur espiègle dans les yeux. Tante Solange a des contacts partout. Quant à Charles, disons qu'il devra prouver sa valeur dans l'une de nos usines à Marseille, très loin de toute décision créative ou commerciale. Claire ne put s'empêcher de rire devant l'efficacité implacable de la matriarche. Elle est terrifiante et elle t'adore, ajouta-t-il. Elle dit que tu es exactement ce dont cette famille a besoin. Quelqu'un qui n'a pas peur de défendre ce en quoi elle croit, qui valorise l'héritage, mais n'est pas esclave de la tradition. Leurs regards se croisèrent sous la lumière argentée de la lune, et toutes les barrières qu'ils avaient construites commencèrent à s'effondrer. « Quand je t'ai vu ce jour-là dans la cabine d'essayage, » murmura Julien se rapprochant jusqu'à ce que leurs fronts se touchent presque, « je n'ai pas seulement vu une femme talentueuse, j'ai vu quelqu'un qui, comme moi, cherchait sa place dans le monde, quelqu'un qui comprenait que la vraie beauté réside dans l'imperfection, dans l'authentique. J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur, confessa Claire, permettant enfin à sa vulnérabilité d'affleurer. « Pour ce monde, pour le travail, pour toi. » Julien caressa doucement sa joue, effaçant une larme solitaire qui y coulait. « Tu es plus que suffisante, Claire Moreau. Tu es exactement ce que j'ai toujours cherché, sans le savoir, jusqu'à ce que je te trouve. » Quand leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois, Claire sut que certaines coutures sont invisibles mais éternelles, comme celles qui unissaient désormais leur destin pour toujours. Dans le nouvel atelier, beaucoup plus vaste et lumineux, qui occupait maintenant tout le premier étage de la boutique, la robe noire en soie que Claire avait essayée ce premier jour occupait une place d'honneur, non pas comme symbole de l'inaccessible, mais comme rappel que parfois, les fins ne sont que le déguisement que prennent les commencements pour nous surprendre. Et à côté d'elle, un nouveau design prenait forme sous ses mains, une robe de mariée qui combinait l'élégance parisienne avec des détails artisanaux français, une robe qui racontait l'histoire de 2 mondes qui, contre toute attente, avait trouvé le moyen de s'entrelacer parfaitement, comme la couturière et l'héritier, comme le rêve et la réalité, comme le passé réconcilié avec l'avenir. Sayasite, où cette histoire d'amour et de dépassement vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime et de nous dire dans les commentaires de quelle ville ou pays vous nous lisez. Vous pouvez aussi suggérer des thèmes pour nos prochaines histoires. Aimeriez-vous en savoir plus sur la vie de Claire et Julien ou préférez-vous une nouvelle histoire d'amour dans un autre cadre? Nous attendons vos commentaires.